Ok, on attaque la deuxième partie sur l'A/B test. Cette fois-ci, on va parler de significativité statistique, un concept qui est extrêmement important pour interpréter correctement les résultats d'un A/B test, un concept que beaucoup de gens ne comprennent pas alors qu'ils font des A/B tests, ce qui est vraiment dommage, et qui fait que beaucoup de gens font des erreurs énormes, malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous allez comprendre ça et devenir des tueurs des A/B tests après. Il y a un petit peu de mathématiques, pas beaucoup, mais l'idée de base est hyper simple à comprendre. Je vais m'appuyer sur un exemple concret, un cas réel qu'on a eu sur Mutant Genetic Predators, où on n'était pas d'accord sur la quantité de hard currency à donner au joueur lorsqu'il commençait sa partie. Certains disaient il faut en donner beaucoup parce que c'est comme ça que le joueur s'habitue à dépenser de la hard currency et à devenir entre guillemets addict, à faire l'expérience d'avoir de la hard currency, ça lui donnait envie d'acheter par la suite. Et d'autres disaient bah, si on donne trop de hard currency, on met pas assez de pression à la monétisation et du coup on réduit les chances que le joueur achète de la hard currency. Ok, donc je suis pas là pour trancher ce débat de game design, voilà, on n'était pas d'accord, du coup on a lancé un A/B test pour trancher la question et on a fait 2 panels, un panel dans lequel les joueurs recevaient 500 hard currency, l'autre dans lequel les joueurs recevaient 250 hard currency quand ils commençaient leur partie. Donc à cette époque-là, quand vous lanciez le jeu, vous avez 50 de chance d'en avoir 500, 50 de chance d'en avoir 250. Le KPI qu'on voulait observer, c'est le taux de conversion sous 7 jours, je crois. La proportion des joueurs qui dépensent au moins une fois de l'argent dans les 7 premiers jours de jeu, donc qui achètent de la hard currency. Et donc on voulait voir dans quel panel il y en avait le plus. Dans quel panel, pardon, le taux de conversion était le plus élevé. Ok, voici les résultats de la B-test. Après 1 ou 2 semaines que le test est duré, on avait à peu près 65 000 joueurs dans chaque panel. Donc il n'y a pas exactement le même nombre de joueurs, hein, parce qu'ils sont assignés aléatoirement à chaque panel. Donc il y a voilà, l'effet d'échantillonnage, hein, les aléas de l'assignation, donc c'est pas tout à fait pareil. 384 acheteurs dans le panel 500 hard currency, 379 dans le panel 250 hard currency. Revenu RPPU, ARPU, et surtout le taux de conversion, c'est le KPI qui nous intéresse, c'est celui qu'on veut optimiser. 0,59% dans le panel 500 hard currency, 0,57% dans le panel 250 hard currency. Du coup, le taux de conversion est légèrement plus élevé dans le panel à 500 hard currency, mais qu'est-ce qu'on en conclut? Quel est le vrai résultat en fait? L'idée c'est, on se pose la question, est-ce que la différence qu'on observe est due à une réelle différence entre les deux panels? Est-ce que vraiment les gens qui avaient 500 hard currency avaient plus de chances de monétiser que les autres? Ou est-ce que c'est juste le hasard qui fait qu'on a mis un peu plus de payeurs par hasard dans le panel à 500 hard currency que dans le panel à 250 hard currency? Et que si ça se trouve, en fait, il n'y a aucune réelle différence entre les deux groupes de joueurs. Du coup, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec les tests statistiques. C'est dur à prononcer. Les tests statistiques. On va essayer de savoir si la différence qu'on observe pourrait s'expliquer par le hasard ou si elle reflète une réelle différence entre les deux panels. Je précise un petit peu ce que j'ai derrière la tête. En fait, il y a là dans le tableau, il y a 4 taux de conversion en réalité. Il y a ceux qu'on observe que je vous ai présentés, les deux du bas, donc 0,59 et 0,57. Et il y a ce qu'on appelle entre guillemets les vrais taux de conversion, c'est-à-dire la réelle propension des joueurs à dépenser, qu'on ne connaît pas, qu'on cherche juste à approximer en fait, et on cherche à savoir si ce chiffre-là est réellement supérieur à ce chiffre-là. Oups, est réellement supérieur à ce chiffre-là. Donc, on va se servir de ça pour essayer de répondre à cette question. Parce que voilà. Le gros avantage, c'est qu'il y a un théorème en statistique qui est tellement célèbre que je suis sûr que même vous, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Si vous observez suffisamment de joueurs, bah, en fait, sur le long terme, le taux observé va converger vers le taux théorique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous observez la totalité de vos joueurs, vous allez vous approcher vous allez avoir le vrai taux de conversion. Voilà. Du coup, en fait, ici, on n'observe pas tous les joueurs, on observe un nombre insuffisant de joueurs. Du coup, on a des données, on a une information partielle sur les vrais taux de conversion. Et on va chercher à savoir si on est dans... Donc, il y a 2 scénarios possibles. Premier scénario, on a une différence significative entre les taux de conversion. Ça veut dire que le vrai taux de conversion pour les 500 hard currency est supérieur au vrai taux de conversion pour les 250 hard currency. Premier cas possible. Deuxième cas possible, il n'y a pas de différence significative. C'est-à-dire que
La différence qu'on observe, en fait, c'est uniquement lié aux aléas et du coup, les vrais taux de conversion, bah, ils sont similaires ou quasiment identiques. Voilà. J'espère que c'est clair, j'ai essayé de répéter la même chose plusieurs fois. Je vais vous donner un autre exemple pour essayer de clarifier encore, davantage. Supposons que, vous ayez un dé et vous voulez savoir si le dé est pipé ou si, le dé est équilibré. Donc loaded, ça veut dire pipé. Du coup, vous connaissez dans le cas d'un dé équilibré, vous connaissez la vraie chance de tomber sur 6. C'est un sixième, tout simplement. Si voilà, si le dé est parfaitement équilibré, c'est un sixième, donc c'est à peu près 16,67%, 16,67%, d'écart. Et vous allez lancer votre dé plein de fois pour essayer de savoir si votre dé est pipé ou non. Ou si vous allez essayer de savoir si la vraie probabilité d'atterrir sur 6 est égale à un sixième ou si elle est supérieure, parce que le dé a été truqué. Du coup, vous lancez le dé 100 fois pour commencer et je vous demande votre avis à vous. Est-ce que vous pensez que le dé est pipé si la proportion de 6 est de 18%, si elle est de 22% ou si elle est de 30%? C'est-à-dire que pour chacun de ces pourcentages, ces résultats observés, est-ce que vous pensez que le dé est équilibré ou est-ce que vous pensez qu'on peut prouver qu'il y a une différence significative et que le dé a été truqué? Et même question si vous lancez le dé 10 000 fois pour 18, 22 et 30%. Donc il y a 6 cas à traiter. Prenez 5 secondes, mettez en pause la vidéo, réfléchissez-y et dites-moi dans chacun des cas si vous pensez que le dé est truqué ou que le dé est a priori équilibré. Ok, la réponse tout de suite. Si vous lancez le dé 100 fois, à 18%, c'est OK, il y a pas de souci, c'est parfaitement possible d'obtenir 18% par le simple hasard lorsque le dé est équilibré. 22%, on est un peu dans la zone grise, hein, à la limite du seuil. C'est très, très rare d'obtenir 22% de 6 avec un dé équilibré sur 100 lancés. C'est rare, c'est peu probable, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Je crois que la probabilité, je j'ai plus le calcul sous la main, mais c'est autour de 5 à 10%. C'est assez rare, donc on n'est pas tout à fait sûr. En revanche, obtenir 30% de 6 avec 100 lancers, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Faites des simulations sur Excel si vous voulez, ou avec un petit script Python ou autre. Vous verrez que c'est très très rare. Vous pouvez même vous amuser à calculer les probabilités exactes. Faites plutôt des simulations, c'est beaucoup plus facile que de calculer les probas. Voilà, c'est très très rare d'obtenir plus de 30% de 6 sur 100 lancés avec un dé équilibré. Donc, si on observe ça, c'est que le dé est probablement pipé. Avec 10 000 lancés, en revanche, la conclusion est la même à chaque fois, le dé est forcément pipé. C'est quasiment impossible d'obtenir 18% de 6 sur 10 000 lancés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la loi des grands nombres, en fait. Quand on fait beaucoup, beaucoup de lancers, on converge vers le vrai pourcentage, donc un dé équilibré. Le vrai pourcentage de 6 sera très proche de 16,7% avec 10 000 lancés. Et donc dans ce cas-là, même 18%, c'est extrêmement suspect comme pourcentage et c'est quasiment impossible d'obtenir sur 10 000 lancés avec un dé équilibré. Donc si c'est pas possible de l'obtenir avec un dé équilibré, c'est que le dé est forcément pipé. Voilà. Donc là, c'était un petit aparté pour vous montrer, l'exemple dans un cas théorique. Donc là, on cherchait à regarder la différence. Est-ce que la différence entre notre dé et le dé équilibré théorique est significative? Si la différence est significative, c'est-à-dire que le dé est pipé, parce que le pourcentage de 6 obtenu est significativement différent des 16,7% qu'on a dans la théorie. Et si la différence n'est pas significative, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de raison de penser que le dé n'est pas équilibré. Ok. Et donc, les tests statistiques, c'est ça en fait, ça a uniquement vocation à répondre à cette question-là. C'est est-ce que le résultat qu'on observe aurait pu être provoqué par le hasard? Du coup, je reviens à l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. Dans ce cas-là, le test statistique est, je cherche le mot, irréfutable, péremptoire, je sais plus, bref. Du coup, dans ce cas-là, la différence n'est pas significative. Ça veut dire que même s'il y avait aucune différence, enfin dans le cas hypothétique où il y a aucune différence théorique dans les vrais taux de conversion entre les 2 panels, il est tout à fait possible, j'arrive plus à parler, tout à fait possible d'observer des taux de conversion de 0,59 et 0,57 étant donné le nombre de personnes qu'on a testées. Du coup, avec ces résultats, on ne peut pas prouver qu'il existe une différence entre les 2 panels, ou alors s'il y a une différence, elle est très, très faible. Je suis un peu tatillon sur le vocabulaire, vous voyez que j'ai pas dit qu'on avait prouvé qu'il y a pas de différence parce qu'en fait,
C'est pas la même chose. D'un point de vue épistémologique, là, c'est vraiment on est dans les subtilités, hein. D'un point de vue épistémologique, pardon, on peut jamais prouver qu'il n'y a pas de différence. On peut juste prouver que enfin, on peut juste dire qu'on n'a pas trouvé de preuve d'une différence jusqu'à présent. Voilà. Il y a même ce genre de truc quand on regarde, bah, dans tous les trucs statistiques, hein, quand on regarde, par exemple, est-ce qu'une substance est cancérigène? On vous dira jamais qu'une substance n'est pas cancérigène, on vous dira juste qu'on n'a pas réussi à prouver jusqu'à présent qu'elle était cancérigène. Il y a un point qui est important à comprendre, et qui est super utile en pratique, c'est le concept de précision statistique. C'est-à-dire que, si on a une vraie différence entre nos 2 panels, il faut réussir à accumuler suffisamment d'observations pour observer une différence statistiquement significative. Ça veut dire qu'il faut que la précision statistique soit suffisante pour mettre en évidence la différence qui existe entre les 2 panels. Et pour ça, on va se plonger un tout petit peu dans la formule mathématique de la comparaison des proportions. Alors attention, n'ayez pas peur, accrochez-vous. Alors si je passe sur mon PowerPoint, ça marche pas. Hop, voilà. Ok, cette formule, en fait, elle est relativement simple, malgré les apparences. C'est une inéquation. Donc il y a le terme de gauche qu'on appelle la statistique de test ou qu'on appelle Z, et le terme de droite qui est le seuil statistique. Je reviendrai tout de suite après. Ce qui se passe, c'est que quand cette inéquation est vérifiée, si le terme de gauche est plus élevé que le terme de droite, la différence est significative. Quand elle n'est pas vérifiée, si le terme de gauche est plus faible que le terme de droite, la différence n'est pas significative. Alors, comment ça fonctionne? Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? À gauche, ce qu'on a en haut, P1 et P2, en fait, c'est extrêmement simple, c'est la différence entre les proportions observées. C'est le 0,59.0,57% qu'on avait précédemment. Les barres verticales, c'est le symbole de la valeur absolue. C'est pour dire que si on a un chiffre moins, on le fait, enfin si on a un signe moins, pardon, on le fait sauter et on passe en positif. En dessous, le P, c'est le taux de conversion global si on mélange les 2 panels. Donc vous additionnez tout, vous mettez tout le monde ensemble et vous regardez le taux de conversion général. Et N1 et N2, c'est le nombre de joueurs dans chaque panel, dans panel 1 et panel 2. Donc vous voyez, la statistique à gauche, il est extrêmement simple à calculer à partir du moment où vous avez tous les éléments. Vous pourriez même coder la formule vous-même sous Excel. C'est vraiment pas compliqué. Et en fait, ce chiffre Z, on va regarder s'il est supérieur ou non à un seuil statistique. Alors, le seuil statistique, c'est un peu plus complexe. Si vous comprenez pas, prenez 1,96. Ou même vous pouvez arrondir à 2. Prenons 2, c'est encore plus simple. Ce seuil statistique, il dépend en fait du risque qu'on est prêt à prendre. Ce qui se passe, c'est qu'en statistique, on n'est jamais sûr à 100% de nos résultats, parce qu'il y a toujours une part d'aléa importante. Et du coup, quand on rend une conclusion, quand on essaie de conclure sur le résultat d'un test, on a toujours une marge d'erreur, c'est un pourcentage de chance de se tromper. Ce pourcentage, on l'appelle alpha, ce qu'on appelle aussi le risque de première espèce. Et généralement, on fixe le alpha à 5%. C'est une convention qui est un peu arbitraire. Des fois, on prend 1%, des fois, on prend 10%. Bon, là, restons sur la convention la plus fréquente qui est 5%, c'est-à-dire que quand on conclut qu'il y a une différence significative, on prend le risque de se tromper avec une probabilité de 5%. Du coup, avec des calculs, touche pas à l'ordinateur ma puce, avec les calculs dont je vous épargne le détail, ce 5%, il se transforme en 1,96 ou à peu près 2. Voilà. Et du coup, bah voilà, là vous avez tous les éléments pour appliquer la formule vous-même si vous le souhaitez, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner un outil qui le fera à votre place pour vérifier que ce chiffre-là à gauche est supérieur ou inférieur à 1,96. Pourquoi je vous montre cette formule? Elle a quelques éléments intéressants. Tout d'abord, on se rend compte que, alors n'oubliez pas que le chiffre à droite est fixe, hein, c'est un seuil fixe, il ne bouge pas. Donc ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le truc à gauche. Vas-y, ma puce. Tout d'abord, on se rend compte que le chiffre à gauche augmente avec les valeurs de N1 et N2, hein. Là, on a un double ratio, donc c'est croissant avec N1 et N2. Donc ça veut dire plus il y a de joueurs dans notre échantillon, dans nos panels, plus on a de chances de mettre en évidence une différence significative. C'est la loi des grands nombres, tout simplement. Plus on a de joueurs, plus la pression statistique augmente. De même, si on a beaucoup de panels, là on prend le cas à 2 panels, mais si on prend le cas que je vous ai montré à 5 panels par exemple, ça veut dire que le nombre de joueurs dans chaque panel va diminuer. Et du coup, ça veut dire que forcément N1 et N2 vont diminuer parce qu'on divise par plus de panels. Du coup, dans ce cas-là, la pression statistique diminue.
plus la différence entre P1 et P2 est importante, plus l'effet attendu, est élevé, plus l'effet observé est élevé, plus on a de chances de mettre en évidence une différence significative. Ça veut dire simplement qu'il est beaucoup plus facile de mesurer les grandes différences que les petites différences. Si le test que vous menez a un tout petit impact sur le taux de conversion, bah, il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs pour le mesurer. Si en revanche l'impact est très élevé et que ça, je sais pas, ça double le taux de conversion, bah, ce sera beaucoup plus facile de le mettre en évidence. Et pour finir, plus l'événement qu'on cherche à observer est fréquent, plus ce sera facile de le mettre en évidence. C'est-à-dire que là, dans le cas de la monétisation, le gros problème qu'on a, c'est que l'événement qu'on cherche à observer est rare. On a des taux proches de 0,57%, pas 57%, hein, 0,57%, c'est extrêmement faible. Du coup, et forcément, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs pour observer la monétisation et pour pouvoir comparer les proportions. Voilà. C'est beaucoup plus difficile de mettre en évidence un changement dans un événement rare que dans un événement fréquent. En comparaison, si vous prenez la rétention des plus 1, le fait de revenir le lendemain de son inscription, je vous avais dit pour un bon free-to-play, c'est autour de 40% et même les moins bons, ça sera 20-30%. Bah, c'est beaucoup plus fréquent, donc il faut beaucoup moins de joueurs dans chaque panel pour mettre en évidence, un effet sur la rétention des plus 1 que sur la monétisation. Voilà. Un point important, ne regardez jamais les résultats d'un A/B test en temps réel. Ce qui va se passer là, j'ai pris un exemple où on va simuler des lancers de pièces et on regarde la proportion de fois où on tombe sur face. Comme la pièce est équilibrée, cette proportion tend vers 50% sur le long terme. C'est la loi des grands nombres, hein, la proportion empirique va converger vers la proportion théorique. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que surtout à court terme, il y a d'énormes variations dans la proportion et même une fois on tombe à 22% ici, à peu près 22-23%, je sais pas, ce qui est extrêmement faible. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde les résultats en temps réel, eh ben, on va se mettre à paniquer parce qu'on va arriver à ce point-là de la courbe, on se dit: «Oh putain, qu'est-ce qui se passe? On a une proportion très faible, la pièce c'est un problème, arrêtez tout», voilà. Et donc on va se retrouver à prendre des mauvaises décisions. Pour les A/B tests, c'est pareil. Si vous monitorez en permanence à la recherche d'un effet significatif, vous allez conclure trop vite et vous allez vous tromper et prendre une mauvaise décision. Pourquoi on observe ce phénomène? En fait, ce qui se passe, je vous avais dit qu'il y a une marge d'erreur qui est généralement de 5%. Cette marge d'erreur, elle vaut si on observe une fois les résultats. Le problème, c'est si on observe à répétition les résultats, à chaque fois on a 5% d'erreur, 5% d'erreur, 5% d'erreur, 5% d'erreur qui se combinent et se multiplient entre elles. Et à la fin, si on regarde en permanence les résultats, bah, le taux d'erreur explose. En fait, on peut faire le calcul théorique, mais si on regarde trop souvent les résultats, on a beaucoup plus de chances de se tromper et de rendre une mauvaise décision que si on observe une fois à échéance le test. Donc ne regardez pas les résultats de votre A/B test en temps réel, vous avez toutes les chances de vous tromper et de conclure trop vite. Fixez-vous une échéance, calculez en avance le nombre d'observations nécessaires avec votre data analyse préférée et ne regardez que lorsque le nombre d'observations est atteint. Voilà, il y a beaucoup de choses compliquées, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, essayons de clarifier tout ça et après on va faire un exercice d'application sur Excel. On se retrouve tout de suite pour présenter l'exercice.